Moi, Julien, 29 ans, j'étais censé me marier samedi dernier. Attention spoiler, ça ne s'est pas fait. Le dîner de répétition a eu lieu dans ce restaurant gastronomique que ses parents avaient choisi. Environ 40 personnes, les deux familles, les témoins, les amis proches. Je vous parle de nappes blanches en tissu, de bouteilles de Grand Cru à 200 €, la totale. Son père payait l'addition parce que, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils ont de l'argent, du vrai argent. Le genre d'argent qui permet d'être membre d'un cercle privé prestigieux, d'avoir un avocat de famille payé à l'année et une immense maison secondaire à l'île de Ré. Je ne viens pas de ce milieu-là. Mes parents sont de la bonne classe moyenne. Mon père est garagiste, ma mère est infirmière. Ils ont travaillé dur pour me payer mes études dans une université publique. J'ai décroché un bon poste en tant qu'administrateur système, je gagne environ 38 000 € par an, ce n'est pas la richesse absolue, mais c'est confortable. Je ne m'étais jamais senti inférieur à cause de ça, jusqu'à ce que je rencontre sa famille. Ma fiancée, Chloé, et moi étions ensemble depuis 3 ans. On s'était rencontrés via des amis communs. Elle travaillait dans le marketing pour l'entreprise de son père, gagnait très bien sa vie, mais surtout grâce, vous savez, au népotisme. Je ne dis pas qu'elle n'était pas douée dans son travail, mais soyons réalistes sur la façon dont elle l'a obtenu. Pendant toutes nos fiançailles, il y a eu de petites remarques. Sa mère disait des choses comme « Eh bien, à ce prix-là, tu en as pour ton argent », quand je suggérais un photographe de mariage moins cher. Sa sœur a fait une blague sur le fait que j'étais un petit prolo débrouillard quand j'ai mentionné que je réparais ma voiture moi-même. Rien d'assez grave pour déclencher une dispute, mais juste assez pour me faire sentir inférieur. Ma fiancée recadrait généralement les choses, ou du moins c'est ce que je croyais. Nous voilà donc au dîner de la veille du mariage. Tout le monde a bu quelques verres, l'ambiance est bonne. Son père porte un toast pour m'accueillir dans la famille qui ressemblait plus à l'annonce d'une fusion d'entreprise qu'à quelque chose de sincère, mais passons. Mon père fait un discours adorable sur la fierté qu'il éprouve pour moi et sur la façon dont ma fiancée me rend heureux. Les gens rient. C'est sympa. Puis ma fiancée se lève. Elle en est à peu près à son 3e verre de champagne à ce stade. Elle commence à raconter comment on s'est rencontrés, comment elle n'était pas sûre de moi au début. Des anecdotes mignonnes. Je souris, pensant que ça se passe bien. Puis elle lâche ça, vous savez, mon ex, Maxime, avait beaucoup d'allure. Il sortait d'une grande école, savait quelle fourchette utiliser, parlait plusieurs langues, il était très raffiné. Elle rit et quelques personnes gloussent nerveusement, mais elle enchaîne, mais lui, ce n'était que la façade. Mon fiancé, ici présent, est vrai, authentique, même s'il fait quand même très plouc et d'un milieu social inférieur comparé à quelqu'un comme ça. La salle est devenue silencieuse, un silence de mort. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Le visage de ma mère a blêmi. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ses parents souriaient comme si elle avait dit quelque chose de charmant. Ses amis avaient l'air mal à l'aise, mais pas choqués. C'est là que j'ai eu un déclic. Ce n'était pas un simple lapsus. C'était la façon dont ils me voyaient tous. Je me suis levé lentement, j'ai pris une gorgée d'eau car ma bouche était soudainement devenue sèche. Tout le monde nous regarde. Tu as tout à fait raison, ai-je dit d'une voix calme. Je ne te tromperai jamais comme il l'a fait à plusieurs reprises, y compris avec ta colocataire de la fac. Son visage est devenu blanc. Sa mère a eu le souffle coupé. Le sourire de son père a disparu. Bonne chance pour le mariage, ai-je ajouté. Puis j'ai regardé mes parents. Maman, papa, on s'en va. J'ai quitté ce restaurant avec toute ma famille derrière moi. J'ai laissé ma serviette sur la table, je ne me suis pas retourné. Je l'entendais appeler mon prénom, mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à mon appartement. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications immédiatement, mais je l'ai mis en silencieux. Je suis resté assis sur mon canapé pendant environ 1 heure, juste pour assimiler la situation. Puis je me suis mis au travail. J'ai appelé l'organisatrice de mariage à 23 h. J'ai laissé un message vocal disant que le mariage était annulé. J'allais gérer ma part des annulations de prestataires. Je lui ai demandé de m'envoyer le détail de ce que je devais. J'ai envoyé un SMS à mon témoin, le mariage est annulé. Je t'expliquerai plus tard. Tu peux prévenir les autres garçons d'honneur.
Puis je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un loir. Franchement, je me suis réveillé avec 89 appels en absence et probablement 200 SMS. Mise à jour 1. Le lendemain matin, c'était le chaos. J'ai commencé à éplucher les messages vers 8 heures avec un café. Ma fiancée, 31 SMS allant de « Bébé, s'il te plaît, appelle-moi » à « Tu es vraiment dramatique » en passant par « Comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Sa mère, 12 SMS sur la façon dont j'avais gâché le dîner et que je leur devais des excuses. Son père, un seul SMS, nous devons en discuter comme des adultes. Appelle-moi. Mon frère, mec, c'était légendaire, mais maman s'inquiète pour toi. L'organisatrice de mariage a appelé à 9 heures pétantes. J'ai bien eu votre message, a-elle dit prudemment. Je dois confirmer. Vous annulez à 8 jours du mariage. Oui. D'accord. Donc, vous allez perdre votre acompte sur le domaine. Ça fait 3 000 €. Le traiteur exige un préavis de 2 semaines. Donc, c'est la totalité des 8 500 €. Le photographe pourrait rembourser la moitié. Ça fait 1 200 € récupérés sur les 2 400 € que vous avez payés. Le fleuriste est non remboursable, 800 €. Le DJ est d'accord pour rembourser 50%. Donc, 400 € récupérés sur 800 €. J'ai fait le calcul. J'allais perdre environ 11 000 €. De l'argent que j'économisais depuis 2 ans. Et pour ce qu'elle a payé, ai-je demandé. Sa famille a payé la location du domaine, le dîner de la veille, sa robe et la décoration. C'est nettement plus, environ 30 000 € au total. Ils pourront gérer leurs propres annulations dans ce cas. C'est compris. Je vous envoie le décompte final et je commence à passer les appels. J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu un appel de ma fiancée. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle dit au lieu de dire bonjour. Tu vas vraiment jeter 3 ans de relation pour une seule remarque. Une remarque qui m'a montré exactement comment toi et ta famille me voyaient. J'étais ivre. Je ne le pensais pas comme ça. Ah oui? Et comment tu le pensais? Explique-moi la partie où tu me traites de plouc de basse classe devant 40 personnes. C'était une blague. Mon Dieu, tu es tellement susceptible. Super. Amuse-toi bien à expliquer cette blague aux 150 invités qui étaient censés venir samedi. Tu ne peux pas tout annuler. La moitié est déjà payée. Regarde-moi faire. Je m'occupe de mes prestataires. Tu t'occupes des tiens. C'est n'importe quoi. Mes parents sont furieux. Ils peuvent s'inscrire au club. Je raccroche maintenant. Attends, on peut au moins en parler en face. Non. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, puis j'ai appelé mon propriétaire. Vous voyez, j'avais prévu de quitter mon appartement pour emménager dans son grand appartement en centre-ville après le mariage. J'avais donné mon préavis de 2 mois en mars. Il me restait environ 3 semaines sur mon bail. Bonjour, y a-t-il une chance que ce préavis soit réversible, ai-je demandé à mon propriétaire. Ce type plus âgé et super sympa m'a dit, le couple qui devait le reprendre s'est désisté hier. Vous voulez rester? Oui, nouveau bail, même condition. Ça me va. Je prépare ça. Un problème résolu. Ensuite, j'appelle ma banque. Nous avions ouvert un compte joint 2 mois plus tôt pour les dépenses du mariage et nos futurs projets communs. J'avais mis environ 14 000 € au total. Elle avait mis 4 000 €. Je dois retirer mes fonds d'un compte joint. Je leur ai dit que les 2 parties devaient autoriser la clôture d'un compte joint, mais le banquier m'a dit, vous pouvez retirer vos propres dépôts. J'ai retiré mes 14 000 €, je lui ai laissé ses 4 000 €, et j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une toute autre banque. À midi, j'avais annulé le mariage, sécurisé mon logement, protégé mon argent et bloqué mon ex-fiancé partout. Ma mère a appelé, mon chéri, est-ce que tu vas bien? Honnêtement, c'est là que j'ai failli craquer, mais j'ai tenu bon. Je vais bien, maman. Je vais vraiment bien. Ce qu'elle a dit. C'était cruel. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu n'es pas un moins que rien de basse classe. Tu es travailleur et gentil. Maman, je sais. C'est pour ça que je suis parti. Ton père veut descendre là-bas et dire ces 4 vérités à son père. J'ai ri malgré tout. Dis à papa que j'apprécie, mais je gère. Nous sommes si fiers de toi.
Partir comme ça, il fallait du cran. Après avoir raccroché, mon témoin est arrivé avec des pizzas et des bières. Mon frère, a-t-il dit en s'installant sur mon canapé. Ça fait 3 ans que j'attends de te dire ça. Sa famille est nulle. Vraiment nulle. À chaque fois qu'on traînait avec eux, il faisait ces petites remarques sur nous tous. Ton boulot, mes tatouages, la camionnette de l'autre témoin. Subtil mais constant. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu avais l'air heureux. Je ne voulais pas tout gâcher. Mais mec, ce dîner d'hier soir, c'était abusé. Tout le monde l'a vu. Ses amis n'avaient pas l'air choqués parce qu'ils sont exactement pareils. Tu as esquivé une balle. Que dis-je, tu as esquivé un missile. Vers 16 heures, son père a appelé d'un autre numéro. Nous devons parler des obligations financières ici, a-t-il dit. Pas de bonjour. Droit au but. Je m'occupe de mes prestataires. Vous vous occupez des vôtres. Le domaine est non remboursable. Ça fait 15 000 €. Alors vous perdez 15 000 €. Ce n'est pas mon problème. C'est vous qui avez annulé. C'est votre fille qui m'a publiquement humilié. C'est marrant comment ça marche. Ce n'est pas écouté, on peut arranger ça. Ma fille a fait une erreur. Elle est bouleversée. On peut repousser la date, suivre une thérapie de couple, tout ce qu'il vous faut. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ne pas épouser quelqu'un qui pense que je lui suis inférieur. Ne soyez pas ridicule. Elle ne pense pas ça. Elle l'a littéralement dit devant nos 2 familles. C'était un mauvais choix de mots après trop de vin. Et mon départ était un excellent choix après trop de manque de respect. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous faites une erreur monumentale. Savez-vous quel genre de vie elle aurait pu vous offrir? Et voilà. Le vrai problème. Je ne veux pas d'une vie que quelqu'un m'offre parce qu'il pense me faire une fleur. Je veux une partenaire. Elle n'est pas ça. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Mise à jour 2. La semaine entre l'annulation et ce qui aurait dû être le mariage a été absolument délirante. Sa mère a réussi à obtenir le numéro de mon bureau, a probablement appelé le standard en se faisant passer pour une cliente, et a laissé un message vocal disant que je brisais le cœur de son bébé. Que j'avais clairement des problèmes d'engagement et que je devais consulter un psy pour mes complexes d'infériorité. Mes complexes, parce que je ne voulais pas être traité de plouc à mon propre dîner de répétition. Sa sœur a débarqué dans le hall de mon immeuble mercredi soir. L'accueil m'a appelé. Il y a une femme ici qui exige de vous voir. Elle dit qu'elle est votre future belle-sœur. Dites-lui que je n'ai pas de future belle-sœur et qu'elle doit partir. Je l'entendais hurler en fond sonore que j'étais puéril avant que la sécurité ne l'escorte dehors. Jeudi, ma fiancée a tenté une autre tactique. Elle a envoyé une copine de fac, que j'avais dû croiser 2 fois, à ma brasserie préférée où je déjeune. Elle s'est assise par coïncidence à la table d'à côté. Et, c'est fou de te croiser ici, a-t-elle dit, beaucoup trop joyeuse. Comment tu tiens le coup? Je l'ai regardée. C'est elle qui t'envoie. Quoi? Non, je juste. Bon, d'accord, oui, mais écoute-moi. Elle est dévastée. Elle a fait une remarque stupide sous l'effet de l'alcool et tu jettes toute une relation en l'air. Tu ne trouves pas ça un peu extrême? Elle ne m'a pas seulement insulté. Elle a révélé comment elle me voit réellement. Comment toute sa famille me voit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Mais les gens disent tout le temps des choses qu'ils ne pensent pas. Vraiment? Parce que tout le monde à cette table avait l'air mal à l'aise mais pas surpris, comme s'ils avaient déjà entendu ce genre de discours. Elle n'a pas su quoi répondre. Dis-lui d'arrêter d'envoyer des gens. Je ne changerai pas d'avis. La copine est partie. J'ai fini mon sandwich en paix. Vendredi a été le pire. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché en pensant que c'était peut-être un prestataire. Enfin. Mon Dieu, tu es impossible à joindre. C'était mon ex-fiancé qui utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre. Combien de numéros vais-je devoir bloquer? Écoute-moi juste 5 minutes. S'il te plaît. Je t'en supplie. Contre mon propre jugement, je n'ai pas raccroché. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. Je sais que je l'ai fait. Cette remarque était horrible,
et je ne t'en veux pas d'être en colère. Mais annuler le mariage, c'est de la folie. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Je ne veux pas t'épouser. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je le pense absolument. Et tout ce qu'on avait prévu? La lune de miel, la maison qu'on allait acheter, les enfants. Tu veux dire la vie où on me rappelle constamment que je ne suis pas assez bien pour ta famille? Où chaque décision est filtrée pour savoir si elle correspond à leurs standards de bourgeois? Non merci. Ma famille t'adore. J'ai carrément ri. Ta mère a fait une remarque le mois dernier sur le fait qu'il est mignon et que mes parents découpent encore des bons de réduction. Ton père m'a demandé 3 fois quand j'envisageais de monter en grade professionnellement. Ta sœur a littéralement dit que ma voiture était d'un rustique si charmant, comme si j'étais une sorte de mascotte de la classe ouvrière. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la tolérance. Silence. Je ne savais pas que tu ressentais ça, a-t-elle dit doucement. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais pris ma défense. Tu étais d'accord avec eux. Ce n'est pas vrai. Tu m'as traité de plouc de basse classe à notre dîner devant tout le monde. Ce n'était pas un lapsus. C'est ce que tu ressens vraiment. Ce n'était pas ça. J'essayais de faire comprendre que je privilégiais le fond sur la forme en te qualifiant de plouc. Ouais, super argument. C'est vraiment bien passé. Tu fais l'exprès de ne pas comprendre. Et voilà, sa vraie nature qui ressortait. J'en ai fini avec cette conversation. Oublie ce numéro. J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Samedi matin, le jour qui était censé être celui de mon mariage, je me suis réveillé à 10 heures, je me suis préparé un énorme petit déjeuner et j'ai joué aux jeux vidéo en caleçon. C'était parfait. Mon téléphone recevait encore des SMS aléatoires de ses amis, de ses cousins, de gens que je connaissais à peine me disant que je faisais une erreur. Tous bloqués. Mon témoin est passé vers midi avec les autres garçons d'honneur. On a commandé des pizzas, regardé un match de rugby, et ils m'ont offert une chope de bière personnalisée avec écrit « À esquiver un missile, 2024 », avec de petites coupes de champagne qui trinquent. Trop tôt, a demandé l'un d'eux. Timing parfait, ai-je répondu. Vers 15 heures, l'heure à laquelle la cérémonie devait commencer, mon téléphone a sonné, c'était ma mère. Je prenais juste de tes nouvelles, mon chéri. Je vais super bien, maman. Je mange des pizzas avec les gars. Tant mieux. Ton père et moi prenons l'argent que nous allions dépenser pour ton cadeau de mariage et nous le mettons sur un compte de vacances pour toi. Quand tu voudras partir quelque part, l'argent sera là. J'ai eu la gorge un peu nouée à ce moment-là. Merci, maman. Au fait, sa mère a appelé ton père ce matin en hurlant que tu avais ruiné la vie de sa fille et que nous t'avions mal élevé. Qu'est-ce que papa a répondu? Il lui a dit que nous avions élevé un homme qui connaît sa valeur et que sa fille devrait apprendre la sienne. Puis il lui a raccroché au nez. J'ai souri. C'est génial. Nous sommes fiers de toi. Ne l'oublie pas. Plus tard dans la soirée, mon frère m'a envoyé des captures d'écran. Mon ex-fiancé avait posté sur les réseaux sociaux, parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment, et vous devez l'accepter. Le cœur brisé, mais j'avance. À tous ceux qui m'ont soutenu cette semaine, merci. Je m'en sortirai. Les commentaires étaient un mélange de messages de soutien et de quelques personnes demandant ce qui s'était passé. Elle ne répondait pas à ces derniers. Mon frère a envoyé par SMS, l'audace. Elle joue les victimes. Laisse-la faire, ai-je répondu. Ceux qui comptent vraiment connaissent la vérité. Mise à jour 3, finale. Ça fait 6 semaines depuis le dîner de répétition. Je voulais donner une dernière mise à jour vu que les gens posaient la question. Les retombées financières ont été réelles. J'ai perdu environ 11 000 € au total entre les acomptes non remboursables et les frais d'annulation. Ça a fait mal. C'était de l'argent que j'avais soigneusement mis de côté pendant 2 ans. Mais honnêtement, ça valait chaque centime pour ne pas entrer dans cette famille. Sa famille a perdu bien plus. Probablement près de 35 000 € entre le domaine, le traiteur, sa robe, tout ce qu'ils avaient payé. Sa mère a apparemment essayé de m'attaquer en justice pour préjudice moral, mais leur avocat de famille, celui payé à l'année dont je vous parlais, leur a dit qu'il n'avait aucun dossier. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir annulé un mariage. La dynamique sociale a été intéressante.
La plupart de nos amis communs ont pris mon parti une fois qu'ils ont su ce qui s'était réellement passé. Quelques-uns sont restés neutres et ont peu à peu disparu de la circulation, ce qui me va très bien. Ses amis proches ont évidemment pris son parti, mais je ne les ai jamais aimés de toute façon. Mon ex-fiancée a essayé de me recontacter encore quelques fois par divers moyens. Semaine 2, elle a envoyé une lettre chez mes parents. Un long truc manuscrit pour dire qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait et qu'elle voulait se racheter. Ma mère a appelé pour me demander ce que je voulais qu'elle en fasse. J'ai dit, à la poubelle. Semaine 3, son père a appelé mon père. Il a tenté l'approche d'homme à homme sur le fait de ne pas laisser les émotions détruire une bonne chose. Mon père lui a répondu que sa fille l'avait détruite toute seule et de l'oublier. Semaine 4. Elle a découvert je ne sais comment où je vais chercher mon café le matin et m'y attendait. Je l'ai vue à travers la vitrine, j'ai fait demi-tour et je suis allé dans un autre café. J'ai reçu un tas de SMS de numéros inconnus ensuite disant que fuir ne résoudrait rien. Tous bloqués. Semaine 5. Sa copine de fac, une autre cette fois, a demandé à se connecter sur mon LinkedIn. Refusé. Puis j'ai reçu un email via la messagerie LinkedIn expliquant que mon ex était prête à avoir une conversation d'adulte. Signalé comme spam. Tout au long de cette période, elle a publié des trucs critiques en ligne. Des citations sur le développement personnel, l'apprentissage de sa propre valeur et le fait de ne pas se contenter de peu. L'ironie lui échappe complètement. Ses amis ont posté des commentaires de soutien, mais j'ai remarqué que l'engagement sur ses posts chutait. Les gens se fatiguent de ces publications vagues. La meilleure information est venue d'une source inattendue. L'un des serveurs du traiteur du dîner de répétition m'a contacté sur les réseaux sociaux. On avait un peu discuté pendant l'installation la veille. Mec, je voulais te dire que toute l'équipe qui travaillait ce soir-là était de ton côté quand tu es parti. On a entendu ce qu'elle a dit et on s'est dit oh là là, il va se barrer. Et tu l'as fait. Le personnel en cuisine a littéralement applaudi quand tu es sorti. Ça m'a fait me sentir bizarrement validé. Quant à moi, je vais bien. En fait, vraiment bien. Je suis resté dans mon appartement, j'ai renouvelé le bail pour une année supplémentaire. C'est petit, mais c'est chez moi. Et personne ne fait de remarques sur le fait que mes meubles viennent de chez IKEA. Mon entreprise m'a donné une promotion le mois dernier. Pas énorme, je suis passé à 45 000 €, mais mon patron a spécifiquement mentionné que j'avais géré des défis personnels avec professionnalisme. Je suppose que le bruit a couru au bureau, mais personne n'a rendu la situation gênante. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau il y a environ 3 semaines. Je l'ai rencontrée à un barbecue chez un ami. Elle est professeure des écoles, conduit une vieille Peugeot 206 cabossée, et quand j'ai mentionné que je réparais ma propre voiture, elle a trouvé ça cool, pas d'un rustique charmant. On y va doucement. Elle connaît toute l'histoire. J'ai pensé qu'il valait mieux être honnête dès le départ. Sa réaction a été « Ouais, c'est malsain. Tu as carrément esquivé le pire là. Pas de petits jeux, pas de jugement caché. Juste normal. C'est agréable. » Mon ex-fiancé l'a découvert je ne sais comment. Le monde est petit, des connaissances communes, et apparemment elle a pété un câble. Selon la cousine de la petite amie de mon frère, qui est toujours connectée à son cercle social, je sais, c'est alambiqué, elle fulminait sur le fait que j'étais passé à autre chose si vite et que je ne l'avais manifestement jamais aimé. La gymnastique mentale nécessaire pour se poser en victime dans toute cette histoire est véritablement impressionnante. La semaine dernière, j'ai reçu une ultime tentative de contact. Sa mère a envoyé une lettre officielle par l'intermédiaire de leur avocat de famille. C'était en gros une mise en demeure me disant de cesser de diffamer leur fille et de répandre de faux récits sur ce qui s'était passé. Ma réponse, via un pote avocat qui me l'a rédigé gratuitement, mon client n'a fait aucune déclaration publique concernant la rupture de ses fiançailles. Si votre cliente continue de le contacter par quelque moyen que ce soit, nous engagerons des poursuites pour harcèlement. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis tombé sur son ex, le trompeur à qui elle m'avait comparé, à une soirée chez des amis communs le week-end dernier. On s'était brièvement croisés une fois avant les fiançailles. Il m'a pris à part. Salut mec, j'ai entendu ce qui s'est passé à ton dîner de veille de mariage. C'est dur. Ouais, eh bien, j'ai esquivé une balle. Il a ri. Mec, tu as esquivé un missile.
Elle me faisait exactement la même chose. Des remarques constantes sur l'argent, la classe sociale, le statut. Sa famille est pire. Il faisait des blagues sur le fait que mon père est plombier, comme si c'était quelque chose de honteux. C'est pour ça que tu l'as trompé? Non, je l'ai trompé parce que je suis un idiot. Mais sortir avec elle, c'était une punition en soi. Tu as de la chance d'avoir découvert ça avant le mariage. Je l'ai demandé en mariage il y a des années. Elle a dit oui, puis elle a passé 6 mois à essayer de tout changer chez moi. J'ai fini par rompre moi-même. On a discuté pendant un moment. Il s'avère qu'il est marié maintenant, à quelqu'un qui se fiche pas mal que son père soit plombier. Une relation heureuse, stable et normale. La meilleure décision de ma vie a été de m'éloigner de cette famille, a-t-il dit. J'ai levé ma bière. Je bois à ça. Voilà donc où en sont les choses. Célibataire, stable et nettement moins stressé que je ne l'étais il y a 2 mois. Mes parents prévoient de venir me rendre visite le mois prochain. Mon père veut m'emmener voir un match de rugby pour célébrer la liberté, ce qui est tout à fait son genre. Ma mère n'arrête pas de m'envoyer des recettes de cuisine et de me demander si je mange assez de légumes. Tout à fait son genre aussi. Mon frère plaisante en disant que je devrais écrire un livre intitulé « Comment annuler un mariage en 12 heures », mais honnêtement, je n'y pense plus beaucoup aujourd'hui. Parfois, je me demande si mon ex-fiancé a vraiment tiré une leçon de tout ça. Probablement pas. Les gens comme ça le font rarement. Ils sont trop investis dans leur propre récit imaginaire. Mais ce n'est plus mon problème. Je suis juste un mec normal avec un boulot normal et un appartement normal qui vit une vie normale. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que je veux. Pas de cercle privé, pas de faux semblants à entretenir, pas besoin de me demander si je suis à la hauteur. Juste moi, étant assez bien, exactement comme je suis. Il s'avère qu'être plouc n'était pas l'insulte qu'elle croyait. Ça signifie juste que je travaille pour obtenir ce que j'ai et que je valorise les gens pour ce qu'ils sont, pas pour les apparences. Je préfère ça à la version du raffinement de sa famille tous les jours de l'année. Mariage annulé, bal esquivé, la vie continue. Et ouais, je vais très bien.